Bonjour et bienvenue dans ce 14e numéro du 14h42, l'émission de PC Impact et Arrêt sur Image consacrée à tout ce qui a trait à Internet, au numérique, aux nouvelles technologies. La semaine dernière, ça a pas mal buzzé sur les réseaux sociaux autour de Bubbles, qui est un groupe de rock de Toulouse, et qui était attaqué par la King, l'éditeur de jeux vidéo de Candy Crush, parce qu'il trouvait que Bubbles, ça s'apparentait trop à un des jeux vidéo de King, et donc King, qui venait de lancer son jeu vidéo, voulait que Bubbles, qui utilise ce nom pour ce groupe depuis 20 ans, change de nom. Devant la fronde sur les réseaux sociaux, finalement King a annoncé qu'ils arrêtaient. Par contre, il y a une autre nouvelle concernant le droit d'auteur, la propriété intellectuelle, c'est la sangria. Voilà, les prochaines férias de Nîmes, l'été prochain, quand vous irez dans le sud de la France, si la sangria n'a pas été produite en Espagne ou au Portugal, vous achèterez de la boisson aromatisée à base de vin. Donc dans la PQR, là-bas, ça fait un petit peu scandale parce que les gens qui font de la sangria dans le sud de la France ne comprennent pas pourquoi cette appellation protégée au niveau européen leur interdit de vendre de la sangria. Pour en discuter avec nous, deux invités. Lionel Morel, bonjour. Bonjour. Thomas Fourmeux, bonjour. Bonjour. Deux bibliothécaires. Un assistant multimédia qui bosse plus sur tout ce que Internet et le multimédia peut apporter dans la bibliothèque. Lionel, toi, c'est plus au niveau du droit. Alors moi, je suis dans une bibliothèque de recherche en histoire. Et par ailleurs, je m'intéresse beaucoup aux questions juridiques sur Internet. Ouais. Alors, je vous reçois aujourd'hui parce que ça fait maintenant 2 ans que vous faites quelque chose qui s'appelle le Copyright Madness, donc la folie du copyright, qui est un peu une anthologie, toutes les semaines, il y a à peu près 80 numéros si j'ai bien compris, une anthologie de tous ces débordements, travers liés au copyright ou au droit d'auteur. Alors, première question, c'est d'où ça vous est venu cet intérêt pour ces choses bizarres ou qui peuvent se passer en matière de violation de droit d'auteur, ou en tout cas de débordement autour de la propriété intellectuelle? En fait, c'est nu. Bon, moi, j'avais un intérêt pour les questions de droit d'auteur dans l'environnement numérique. Et il me semblait quand même voir passer très souvent des cas de dérapage ou de décrochage, quoi, aussi bien dans le domaine du droit d'auteur que du droit des marques ou du droit des brevets, tout ce qui regroupe la propriété intellectuelle. Et il y en avait tellement que je me suis rendu compte qu'il y avait de quoi alimenter une chronique hebdomadaire, sans vraiment forcer et sans vraiment chercher frénétiquement des cas. Et je me rappelle, la première chronique que j'ai faite, c'était un billet sur mon blog qui s'appelait « Le droit d'auteur rend-il fou ?», où la même semaine, des policiers anglais voulaient copyrighter des films de vidéosurveillance pour empêcher des gens de parler de ce phénomène. Dire que c'était copyrighté, police britannique. Donc, que la police avait un droit d'auteur sur les films qui étaient tournés par les caméras de vidéosurveillance. Il y avait le fameux cas d'Amazon qui avait supprimé les fichiers de 1984 des personnes qui avaient un Kindle. Ça avait fait un gros scandale. Donc des gens qui, sur leur Kindle, achètent La ferme des animaux et 1984 et qui un matin ouvrent leur Kindle pour lire les livres et les livres ont été effacés à distance par Amazon. Et ça, c'était parce que, problème de... Alors, il y avait un problème en fait, de négociation des droits entre Amazon et les titulaires de droits sur l'œuvre d'Orwell. D'accord. Ouais. Et donc, ils ont effacé à distance les livres que les gens avaient achetés. Les gens avaient légitimement acheté les livres, mais ils les ont effacés. Ça, c'est un problème de DRM, en fait. Alors, DRM de Digital Right Management, c'est les verrous numériques ou les systèmes de gestion des droits qui permettent de contrôler... Qui font que quand on achète un fichier, que ce soit un MP3, un film ou un livre électronique, un e-book sur sa liseuse, il y a des petits verrous numériques qui fait que si on change de liseuse, si on change de téléphone portable ou si on veut le transférer dans son ordinateur, on ne peut pas. C'est associé au dispositif de lecture et donc on n'achète plus un livre, on achète un droit de lire. C'est ça ? Ouais. Et même Apple ou tous les géants comme ça du web, ce qu'ils vendent, c'est des licences d'accès plutôt que le fichier en lui-même, ce qui pose tout un tas de problèmes, notamment après pour la conservation et puis même le fait de prêter à quelqu'un d'autre le fichier. C'est plus possible. Le fait de prêter ou de revendre, parce que quand on achète un livre, après on peut le revendre d'occasion, sauf qu'un fichier, on ne peut pas le revendre d'occasion. On n'a pas le droit et mécaniquement, à cause des DRM, c'est pas possible. À moins de faire sauter les DRM et là, passer dans le côté de la violation du contrat qui a été passé avec Apple, Amazon ou le prestataire. Et puis même la loi interdit de contourner les DRM et même les méthodes pouvant aider à faire sauter les DRM sont passibles d'amende. Moi, en me réintéressant à cette question, il y a quelques trucs qui m'ont quand même assez étonné. C'est la fameuse vidéo sur la météorite. Donc c'était l'année dernière en Russie. Il y a quelqu'un, il voit une météorite tomber, il prend son smartphone, il le filme, il met la vidéo en ligne. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Là, il y a les titulaires de droit d'une musique
Qui passait sur pendant que le gars filmait la météorite qui tombait. Et une société de gestion de droit, c'était russe ou allemande, je ne sais plus, qui s'était opposée et demandait le retrait de la vidéo parce qu'on entendait en fond sonore une des chansons dont ils avaient les droits et ils considéraient que c'était une violation à leur droit d'auteur. Sachant que l'internaute russe en question, lui, il n'est pas ça pour gagner de l'argent. Il a fait ça parce qu'il a vu la météorite et il voulait partager le fait de filmer météorite. C'est ça. Il n'y avait aucune volonté de se faire de l'argent sur quoi que ce soit. C'était pour filmer et partager un phénomène assez rare. Un autre truc qui m'avait étonné, c'est l'histoire des chants d'oiseaux. Ça, c'est typique, en fait, la météorite ou les chants d'oiseaux, c'est typique des dérapages qu'on trouve sur YouTube. Parce que YouTube a un système de contrôle, de filtrage automatique des contenus qui s'appelle Content ID et qui repère les œuvres que les internautes peuvent charger sur la plateforme à partir d'empreintes que lui donnent les titulaires de droit. C'est eux qui décident si les contenus doivent passer ou être bloqués ou être monétisés. Donc c'est automatique, c'est pas quelqu'un qui va regarder les vidéos de YouTube, c'est un logiciel qui, ça je connais, ça a été déposé par tel ayant droit, donc je bloque. Chaque piste musicale ou les films ont une empreinte spécifique qu'un algorithme est capable de pister, de retrouver. Et en fait, ce robot, qui s'appelle donc Content ID, provoque des dérapages assez Alors l'histoire des chants d'oiseaux, c'était... Les chants d'oiseaux, c'est tout simplement le robot qui a supprimé une vidéo où des oiseaux étaient en train de chanter, considérant que c'était une œuvre protégée. Parce qu'il y a quelqu'un qui avait breveté ou copyrighté les chants d'oiseaux. Il y a plutôt quelqu'un qui a demandé le retrait de la vidéo, et comme le robot, il agit mécaniquement, il l'a supprimé sans vérifier que le contenu était bien protégé et méritait d'être retiré. En préparant cette émission, j'ai découvert que Arrêt sur Image a été bloqué par YouTube. En fait, si Arrêt sur Image est diffusé sur Dailymotion, c'est que comme il y a des revues de presse avec des extraits d'images, de reportages télévisés qui sont diffusés dans les émissions d'Arrêt sur Image, quand ils ont commencé à uploader sur YouTube les images, Content ID a répondu à Arrêt sur Image, non, il y a du contenu qui est copyrighté là, donc on ne peut pas diffuser Arrêt sur Image sur YouTube. Mais parfois ça va même encore plus loin que ça, c'est avec la FIFA. La FIFA a été bloquée par YouTube pour diffuser ses propres vidéos sur son site internet à travers YouTube. Comment ça se fait ? Il y a des tas de dommages collatéraux comme ça, il y a des auteurs qui se sont vus retirer leurs propres vidéos, c'est déjà arrivé. Ça c'est le problème de... Quand on délègue l'application du droit à un robot, le droit c'est une chose quand même qui est relativement floue, qui reste humaine, il y a des tas de marges. Quand on la délègue à un robot, ça fait des dommages collatéraux. C'est typique de solutions qui tendent à se généraliser, parce que ce robot il existe sur YouTube, mais il y en a un aussi sur Dailymotion, il y en a un sur Dropbox, il y en a un sur SoundCloud. Voilà, c'est-à-dire que quand on met un fichier dans le cloud, en fait, il y a des robots qui vont commencer par le lire, soit pour afficher de la publicité, soit pour décider si c'est légitime ou pas, si ça viole un droit d'auteur, un copyright, sans qu'il y ait de filtre humain. Ouais. D'accord. Il y a une procédure d'appel, mais le problème de cette procédure, c'est qu'elle renverse la charge de la preuve. Oui, c'est qu'on est présumé coupable. D'accord. Tout à fait, ouais. Ouais, c'est intéressant. Et on a des statistiques sur le nombre de vidéos comme ça qui sont censurées, le nombre de personnes qui essayent de justement pas porter plainte, mais d'intenter un recours. Pas à ma connaissance. Je ne sais pas s'il y a des statistiques précises, mais en tout cas, là, par exemple, à la fin de l'année dernière, il s'est produit quelque chose qu'on a appelé la copyright apocalypse sur YouTube, parce qu'il a suffi qu'ils changent en fait les réglages du robot, et ils ont passé à 6 secondes la durée des extraits qui pouvaient être incorporés dans une vidéo, et tout d'un coup, il y a tout un ensemble de l'écosystème des gens, par exemple, qui faisaient des commentaires de jeux vidéo, ou des gens qui font des mash-up, des remixes, des parodies, qui d'un coup... Mash-up, c'est le fait, on prend une première vidéo, on mash-up avec un deuxième vidéo, où on prend une carte qu'on va mash-upper avec une... C'est-à-dire qu'on croise 2 bases de données ou 2 fichiers. C'est ça. Et donc copyright apocalypse. Pourquoi ? Parce qu'il y a plein de vidéos qui ont été censurées. Il y a des tas de youtubeurs qui ont été... c'est des gens qui en partie gagnent leur vie par des vidéos souvent comiques qu'ils mettent sur YouTube. Là, il y avait un usage commercial, mais le choix de Google, ça a été de rediriger entièrement la rémunération vers les titulaires de droit, alors qu'avant, il y avait une sorte de statu quo qui faisait qu'on pouvait quand même monétiser des contenus sur YouTube. On avait un des cas de mashup les plus connus censurés, c'était la parodie d'Hitler. Ah oui. Qui a été donc on voyait ce film-là où Hitler s'énerve comme ça, et puis on lui faisait dire énormément de choses en voix off. Et en fait, ça a été un moment, tout a été censuré. Alors après, ils sont revenus, c'est une guerre permanente. Oui, ben là, en fait, ça pose un problème, c'est que normalement, il y a une exception de parodie dans le droit d'auteur, ou alors aux États-Unis, il y a quelque chose qui s'appelle le fair use, l'usage équitable. Donc le fair use, c'est on a le droit de réutiliser un contenu copyrighté à partir du moment où il n'y a pas d'usage marchand. Où il n'y a pas de préjudice à l'exploitation normale de l'œuvre. D'accord. Et ça, le robot Content ID, il est typiquement incapable d'appliquer des choses aussi subtiles.
D'accord. Mais pourquoi? Un robot, ça peut être programmé, enfin un logiciel, ça peut être très puissant. Ouais. À partir du moment de quand le robot est capable de dire, bon, bah là, effectivement, ça crée un préjudice à l'exploitation, c'est trop... Et à part YouTube, il y a quoi comme autre exemple comme ça qui vous ont marqué en 2 ans de... Bah là, récemment, il y a Amazon aussi qui a décidé de breveter les photos sur fond blanc. Oui, j'ai vu ça. Pour exposer des produits. Donc, si on veut... Ce que font plein de photographes depuis des années, voilà. On prend un fond blanc, on met un objet dessus. Ça le met en valeur et du coup... Et donc, le brevet n'a pas été accepté, mais il a été déposé. Je crois qu'il n'a pas été rejeté. Si, il a été accepté. Il a été accepté. Il a été accepté, le brevet. Ça a mis longtemps, mais il a été accepté. Donc ça veut dire que tout photographe qui aujourd'hui prend une photo sur fond blanc peut être poursuivi par Amazon. Soit poursuivi, soit Amazon peut lui demander une redevance. Techniquement, si ça rentre en conflit avec le brevet qu'Amazon a déposé, oui. Parce qu'après, il y a aussi sur le brevet, on voit qu'il y a l'éclairage, le positionnement des lampes, etc. Donc peut-être qu'on pourrait jouer là-dessus pour dire, ben non, on ne remet pas en cause, on n'utilise pas le brevet. Il y a une association de défense des logiciels libres qui avait fait une infographie il y a quelques années où il montrait ce que c'est qu'une boutique, un commerce électronique. Et il montrait que dans un commerce électronique, la quasi-totalité des choses qui sont proposées aux internautes est brevetée. Et que donc potentiellement tout commerce électronique pourrait être attaqué par les ayants droit, les titulaires du brevet, parce que l'achat en un clic, c'est un brevet d'Amazon. Le fait d'avoir une fenêtre, le fait d'avoir un panier, le fait d'avoir le prix à tel endroit, tout ça, ça a été breveté. Comment ça se fait qu'on peut breveter ce genre de... Parce que c'est des idées, c'est pas des produits, c'est pas des inventions. En fait, ce qui se passe, c'est que les brevets ont été étendus aux méthodes commerciales, notamment aux États-Unis. Et donc, ça permet de breveter des choses assez... Le fond blanc, c'est une méthode commerciale. Voilà, c'est considéré comme une méthode commerciale. Alors que bon, normalement, le brevet, on est sur des procédés, des inventions. Là, ça a été étendu. Il faut savoir quand même qu'aux États-Unis, ils ont battu récemment, là, il y a quelques semaines, le record de délivrance de brevets. Ils en délivrent 6000 par semaine. Ce qui fait qu'en fait... C'est un robot là ou c'est des gens qui Non, normalement c'est des gens quand même. Et donc, voilà. Et donc du coup, évidemment, à ce rythme-là, on a des choses qui passent à travers les mailles du filet et qui peuvent être particulièrement délirantes, quoi. Et à tel point qu'aux États-Unis, il y a un phénomène qu'on appelle les patents de troll, c'est-à-dire des... Oui, je voulais en parler justement. Alors c'est quoi un patent de troll? C'est une personne qui va user de la propriété intellectuelle pour pouvoir, bien généralement, extorquer à travers des menaces de procès, etc., d'autres personnes, des particuliers ou des entreprises, en considérant, en s'appropriant une invention ou pas, un dispositif, une technique, alors qu'il n'a rien créé. Et ça, un exemple qui nous avait marqué l'an dernier ou un peu plus, c'était quelqu'un qui revendiquait une propriété sur le podcast, sur le principe du podcast, et qui voulait aller suffisamment loin pour interdire l'ensemble des sites qui diffusent des podcasts, soit de le payer, soit de devoir retirer... Le podcast, c'est le fait de pouvoir s'abonner et télécharger des émissions, pas forcément en temps réel, pour pouvoir les réécouter par la suite, que ce soit de la télé, de la radio. C'est ça. Qui est un truc qui est utilisé par tout le monde. Il y a un troll aussi qui avait déposé un brevet sur le Wi-Fi, et qui attaquait les hôtels, par exemple. Il y en a un autre qui avait souvent, c'est des cabinets montés par des avocats ou des juristes qui ne sont pas des inventeurs, qui ne sont pas des internautes, qui ne sont pas des geeks, qui ne sont pas des techniciens. Mais c'est juste des gens qui se sont dit, bon, ok, le droit me permet de breveter ça, pour ensuite porter plainte, ou en tout cas demander une redevance. Et comme en face, les gens, ils savent que ça va leur coûter très cher si jamais ça va devant la justice, ils préfèrent payer. C'est presque de l'extorsion. C'est ça. C'est vraiment sur l'intimidation. Il y en avait un aussi, c'était sur le scanner, le principe de scanner. Et du coup, il faisait un peu le tour des petites entreprises qui avaient une photocopieuse ou un dispositif pour scanner et qui les menaçaient de les attaquer en justice. Mais ça, c'est un travers du droit américain ou c'est un travers ou ça se trouve dans d'autres pays également? Alors, les patents de troll, c'est quand même c'est vraiment très développé aux États-Unis. Ouais. Et là, à tel point qu'ils sont en train d'engager aux États-Unis, Obama a lancé une réforme. Barack Obama a lancé. Mais en fait, s'il lance une réforme, c'est que réellement, il y a des gens qui vivent grâce à ça. Enfin, oui. Ça s'appelle des non-practicing entities, c'est-à-dire des entités qui ne pratiquent pas, qui n'ont pas d'activité propre. La seule chose qu'ils ont, c'est de la gestion de portefeuille de brevets. D'accord. Et ça rapporte beaucoup d'argent. Visiblement, ils avaient une étude qui montrait qu'il y avait à peu près 60% des plaintes sur la base de la violation de brevets qui émanaient de trolls aux États-Unis. Donc le système a déjà basculé en fait dans un... Et au niveau de la justice, ça aboutit? Il y a des juges qui effectivement reconnaissent à ces patents de troll des droits de propriété ou...
Ah bah ouais, là comme ça. Parce que si Obama s'en saisit, c'est qu'il y a... Ouais. Il veut faire quoi d'ailleurs, Obama? Alors en fait, ce qu'il veut faire, c'est rendre beaucoup plus difficile le fait justement comme ça d'aller menacer d'autres personnes et prévoir des sanctions au cas où il y ait des demandes abusives. Donc par exemple, supporter les frais du procès, etc. Donc ça rendrait beaucoup plus difficile l'intimidation auquel se livrent les J'avais proches. entendu parler d'une entreprise qui serait allée au Mexique et qui aurait breveté des graines utilisées par des paysans au Mexique et qui ensuite retournait au Mexique pour demander aux paysans de payer pour avoir le droit d'utiliser les graines qu'ils utilisaient depuis des siècles. Ah mais ça, sûr qu'au niveau des graines et toute l'agriculture, il y a Monsanto aussi qui est particulièrement offensif et qui est en train d'enfermer toute l'industrie agroalimentaire à travers ces brevets et qui fait payer les agriculteurs. Et par exemple, il y en a qui ne peuvent pas réutiliser les graines pour les récoltes des années suivantes. Ils sont obligés de passer par Monsanto ou d'autres revendeurs. Et c'est considéré comme du piratage, c'est là où c'est fantastique. C'est-à-dire que le fait que la graine puisse se multiplier elle-même, se copier, est considéré comme une copie illicite, une contrefaçon, et donc il y a des CGU qui sont attachés au sac de soja. C'est les conditions générales d'utilisation, c'est toutes ces choses que personne ne lit mais que tout le monde signe quand il utilise un logiciel, j'accepte. Et quand l'agriculteur ouvre le sac, eh ben, il est lié par les CGU du sac qui l'interdisent de replanter ces graines de soja d'une année sur l'autre. Et ça a été validé jusqu'à la Cour suprême des États-Unis l'année dernière. J'avais vu un documentaire qui montrait le nombre de suicides de paysans indiens justement liés à Monsanto, où on les pousse à acheter des graines de Monsanto qui sont des graines OGM pour mettre des herbicides, et puis au bout d'un moment ils n'arrivent plus à rembourser le système de prêt, parce que bien évidemment tout ça, ça passe par des systèmes de prêt, c'est une sorte de pyramide comme ça. Ouais, et puis même Monsanto, parce qu'il y a le côté complètement dingue, puisque c'est un phénomène naturel qui est remis en question, le fait qu'une graine puisse être réutilisée pour les années suivantes. Mais il y a aussi des trucs complètement aberrants comme le brocoli. Il y a Monsanto qui a voulu breveter une sorte de brocoli qu'il a développé à partir d'OGM, etc. On arrive à des situations qui sont complètement... Mais si c'est lui qui l'a si c'est lui qui a développé par des OGM ce brocoli, il peut dire que c'est lui qui l'a inventé. C'est pas le brocoli qui naturellement a... Ouais, mais quelle invention, quelle originalité il y a, mis à part... Sinon, il y avait aussi le cas de Cocopelli, qui est donc cette association qui essayait de partager des graines, mais qui s'est retrouvée condamnée par la justice, parce qu'en fait, si j'ai bien compris, dans le système de graines en Europe ou en France, il faut acheter un droit, il faut déposer chaque graine, et le fait de déposer chaque graine, c'est une sorte de dépôt légal, mais qui coûte très cher, et vu la masse de graines que Cocopelli gérait, c'était une fortune qu'elle aurait dû dépenser, et ça, c'est quelque chose qui a été mis en place par les industriels pour contrôler la filière. Il faut en fait enregistrer les graines dans un catalogue pour pouvoir les commercialiser. Et ce catalogue, évidemment, il est orienté de telle façon que ce soit beaucoup plus facile de déposer des graines protégées par la propriété intellectuelle, par ce qu'on appelle des certificats d'obtention végétale. Et donc ça favorise mécaniquement les variétés protégées par rapport aux variétés libres, en fait. Et est-ce que ces choses que vous documentez là sur le Copyright Madness, est-ce que c'est plus propre au numérique, ou est-ce que c'est quelque chose qui couvre tous les champs, ou est-ce qu'il y a plus sur le numérique qu'ailleurs? Ou est-ce que justement ça vient du numérique et puis ça se propage ailleurs? On voit que ça existe par exemple dans le milieu de l'agriculture ou d'autres, notamment entre Apple, Samsung ou tous les géants de la high-tech. Voilà. Donc là, ça a un côté numérique, mais c'est aussi sur des dispositifs concrets, physiques. Mais c'est vrai qu'avec l'émergence du numérique dans la société et la possibilité d'échanger plus facilement des informations, il y a beaucoup plus de dérives, j'ai l'impression, qui concernent le droit d'auteur et la difficulté pour les gens de pouvoir exercer un droit à la culture en s'échangeant des œuvres sur Internet. Alors ça, c'est un autre terme qu'il faudrait que vous m'expliquiez, c'est le phénomène d'enclosure. C'est quoi? Ça veut dire quoi exactement? L'enclosure, on pourrait envisager ça comme le fait de revendiquer une propriété sur quelque chose, sur une œuvre par exemple, et en revendiquer des droits là-dessus, et du coup empêcher certaines parties de la population, des individus, de pouvoir bénéficier d'utiliser cette œuvre-là librement. Notamment, c'est des cas assez majeurs avec les œuvres du domaine public, où certains éditeurs ou n'importe qui va vouloir revendiquer des droits sur une œuvre qui théoriquement appartient à tout le monde, et aura un monopole d'exploitation sur cette œuvre, alors que quiconque pourrait et devrait pouvoir se la partager sans aucun problème. Alors, il y a un exemple dans le dernier numéro de Copyright Madness que vous avez sorti la semaine dernière. Là, ça s'appelait Monument de Troll. En fait, c'est une photographie qui a été publiée sur Wikipédia d'un bâtiment public très connu à Bruxelles, avec les boules, voilà. Mais en fait, on n'a pas le droit de le photographier. Il y a ce qu'on appelle le droit du panorama, si j'ai bien compris. C'est le fait de pouvoir photographier
un domaine public, la rue. Et en fait, non, parce que ce bâtiment est protégé et copyrighté par les architectes. Il y a un droit d'auteur qui s'applique aux œuvres architecturales, donc les bâtiments dont l'architecte n'est pas mort depuis plus de 70 ans, en principe, sont toujours protégés. Et donc, du coup, si vous les prenez en photo, vous n'avez pas le droit de republier la photo parce que c'est considéré comme une diffusion, une communication de l'œuvre. Et donc, vous êtes censé vous enfreigner. Et si on même s'il n'y a pas d'utilisation marchande. Ah oui, tout à fait, ouais. Et pour pouvoir le faire, il faudrait qu'il y ait ce qu'on appelle une liberté de panorama, qui serait une exception au droit d'auteur. Et la France est un des rares pays en Europe à ne pas avoir mis en place cette exception. Et pourquoi ? Eh bien parce que la France est très très hostile aux exceptions. On est le pays de Beaumarchais et il est très difficile d'essayer d'introduire de nouvelles exceptions. S'il y avait eu une tentative, notamment qui avait été faite par Lionel Tardy, le député Lionel Tardy, d'introduire cette exception, et ça avait été rejeté très fermement en disant qu'il n'y avait pas lieu de faire une exception de droit d'auteur pour ce type d'usage. Et le problème que ça pose, c'est une forme de privatisation de l'espace public. C'est l'enclosure, donc. C'est une forme d'enclosure, ça, oui, effectivement. Alors, un des exemples, et on va terminer ce panorama avec ça, c'est un des exemples majeurs, je trouve, de privatisation de l'espace public, c'est ce qui s'est passé avec les Jeux Olympiques à Londres. Où là, il n'y avait pas le droit, les boulangers n'avaient pas le droit de faire des baguettes en forme de sigle olympique. Les journalistes n'avaient pas le droit de prononcer le mot Jeux Olympiques s'ils ne payaient pas un droit d'auteur, enfin s'ils ne payaient pas une licence aux organisateurs des Jeux Olympiques. Des téléspectateurs qui portaient un t-shirt de Pepsi Cola se sont fait retirer parce que le partenaire officiel c'était Coca-Cola. Et où là, il y a la ville et la représentation de la ville et de l'espace a été modifiée complètement par les organisateurs qui disaient aux gens ce qu'ils avaient le droit de faire ou pas faire. Ça, c'est un des cas les plus paroxystiques qu'on ait jamais vu de copyright et de trademark madness, quoi. C'est-à-dire que là, vraiment, c'était allé extrêmement loin, comme c'était concentré dans un espace réduit. Ça et puis médiatiquement très exposé. Et même les opposants n'avaient pas le droit d'utiliser les mots Jeux Olympiques et ce qu'on voit là sur l'écran, le cycle des Jeux Olympiques. Tout à fait, ouais. Mais c'est pas du tout un phénomène isolé. Hein. On voit que ça peut se produire avec la FIFA, là, pour les Jeux, pour la Coupe du Monde, il y aura certainement des dérapages. Pour les prochains Jeux Olympiques d'été au Brésil, il y a déjà une loi qui a été votée par le Brésil pour surprotéger les marques du CIO sur Jeux Olympiques, donc les phénomènes de censure pourraient très bien se reproduire. Et chaque année, par exemple, il faut savoir que quand il y a le Super Bowl aux États-Unis, c'est la finale de football américain, il y a une sorte de psychose qui s'abat sur le pays, où pour éviter de dire Super Bowl, les gens disent The Big Game, parce que l'usage du mot Super Bowl. Et cette année, il y a un humoriste qui voulait faire une chronique, qui a créé la chronique qui s'appelait Superbe Hall, ça veut dire le hibou superbe. Ah, d'accord. Parce qu'il voulait pouvoir dire le mot. Et ça, c'est très grave, parce qu'en fait, on arrive à une appropriation du langage, des mots même du langage. Et c'est ce qui est arrivé avec les Bubblies aussi, là, ce dont tu parlais. On a eu le cas avec Milka, qui était une artiste, je ne sais plus si c'était une artiste, mais c'était quelqu'un dont le nom était Milka. Elle avait fait un site web avec son nom, parce que c'est son nom, elle était d'origine polonaise. Et la firme suisse Milka lui a intenté un procès qu'elle a perdu, donc elle n'a pas eu le droit d'utiliser son propre nom. Effectivement. Ou Madame Figaro. C'est une couturière, Madame Milka. Et Madame Figaro, c'était une professeure. C'était une professeure dont le nom... Alors, c'était son vrai nom, Figaro ? Oui, c'était Madame Figaro. Et Madame Figaro, le groupe Figaro, lui a interdit d'utiliser son nom. Alors, ça s'est bien fini pour elle, cela dit. Il y a eu une conciliation. Ils ont réussi à s'entendre pour éviter un procès. Mais là, en ce moment, il y a un autre cas là, qui dégénère et qui est assez intéressant. C'est le cas du village de Laïol, qui s'est symboliquement débaptisé parce qu'un troll local a déposé la marque Laïol dans toutes les classes possibles et imaginables. Il n'y a que moi qui peux m'en servir, ou alors si vous voulez vous en servir, vous payez un droit. Et ils ont exproprié les habitants de Laïol, de ce village d'Aveyron, de leur propre nom. Et là, ils ont perdu en justice, parce que le village a perdu en justice et ils doivent 100 000 € de frais, ce qui est une catastrophe. Et ils se sont symboliquement débaptisés en arrachant le panneau qu'ils ont amené à François Hollande pour lui demander de faire quelque chose, parce que là, il y a un vrai souci. Alors, pour essayer de comprendre d'où ça vient, moi j'aimerais que vous m'expliquiez, alors assez rapidement, il nous reste 18 minutes, l'histoire du copyright et l'histoire du droit d'auteur. Parce que moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à ça, je me suis aperçu qu'en fait, l'histoire du copyright initialement en Grande-Bretagne, c'était pas fait pour protéger les auteurs, c'était fait pour pouvoir permettre aux autorités de garder le contrôle de ce qui était imprimé ou pas imprimé, et donc de pouvoir censurer les contenus. C'est ça l'origine du copyright ou je suis mal informé? L'origine en Angleterre, oui, la première loi, la loi de la reine Anne, c'est la première à mettre en place. Alors,
On est dans un contexte en fait où il fallait contrôler l'imprimerie et avant donc ça se faisait par des privilèges en fait qui étaient accordés aux imprimeurs et pour avoir ce droit à ce privilège, il fallait effectivement le solliciter auprès du roi. Donc c'était très lié au système de censure. Et plus tard, hein, ça s'est quand même modifié à la Révolution française, où là on a vu une conception de droit d'auteur qui est apparue. Donc là c'était Beaumarchais en France. Ouais, qui est plus lié à l'idée qu'il fallait reconnaître un lien entre le créateur et sa création, et lui permettre d'avoir une rémunération à chaque exploitation pour le rendre autonome et lui permettre de créer. D'accord. Donc à la base, l'idée n'est pas... Le droit d'auteur, ça renforçait le pouvoir des auteurs, des créateurs sur leur œuvre. Ouais, tout à fait. Mais il y avait aussi quand même l'idée qu'à partir du moment où c'est communiqué au public, le public dispose d'un certain nombre de droits. Et avec la loi Le Chapelier, notamment, au moment de la Révolution... C'est quoi cette loi ? C'était la loi du ministre Chapelier au moment de la Révolution française, qui est une des premières lois sur le droit d'auteur en France. La première, ouais. Et qui souvent est déformée, puisque je ne sais plus comment elle est dit exactement, mais souvent en fait les fanatiques de la propriété intellectuelle en l'état actuel retiennent qu'une partie de la loi. Et en fait, il y a la suite souvent qu'on oublie et qui précise que le public a des droits aussi. Et si je me souviens bien, c'était 10 ans après la mort de l'auteur que l'œuvre entrait dans le domaine public. D'accord, donc la première loi en France, au moment de la Révolution française, fait que c'est 10 ans, et après ça tombe dans le domaine public, et là on n'a plus besoin de payer les ayants droit. 10 ans après la mort de l'auteur. Après la mort de l'auteur. D'accord. Et aujourd'hui c'est combien ? 70 ans. Ah oui, quand même. Il y a plein d'exceptions qui font que ça peut être plus long. Ouais. C'est-à-dire ? Par exemple, un auteur comme Apollinaire a été protégé plus de 94 ans, parce que si l'auteur est mort pour la France, qui est le cas d'Apollinaire, il est mort de la grippe espagnole après la Première Guerre mondiale. Donc les ayants droit d'Apollinaire, comme Apollinaire est mort à cause de la guerre, ils ont une rente supplémentaire. Alors les ayants droit d'Apollinaire, c'est assez amusant parce qu'il est mort sans enfant, donc c'est passé à sa femme avec laquelle il s'est marié juste quelques mois avant sa mort. Et donc en fait, c'est quand même essentiellement Gallimard qui a profité de la durée de protection aussi longue. Alors là, il y a 2 cas récemment, c'est Tintin et Saint-Exupéry. Ouais. Est-ce que vous pouvez me résumer un petit peu où on est ? Bien, Tintin, il y a eu 2 événements qui ont un peu secoué Internet. C'est avec le blog, le Tumblr, Le Petit 21, où il y avait, c'était des journalistes de Libération qui commentaient l'actualité en se servant des strips de Tintin. Et donc c'était un usage qui ne remettait pas du tout en cause les droits d'auteur ou l'exploitation normale de l'œuvre. Mais Moulinsart, la société qui gère les droits de Tintin, a considéré que c'était une offense à sa propriété intellectuelle et a exigé le retrait du blog, des images du blog, donc ce qui n'a plus aucun intérêt. Moulinsart, les ayants droit de Tintin, le journaliste le plus connu dans l'histoire de l'humanité, ont censuré des journalistes. Ouais, c'est vrai. Ouais. D'accord. C'est ça. Et ils ont retiré, enfin ils n'avaient pas le choix de toute façon. Non, sauf d'une menace d'un procès, mais il n'y avait visiblement aucune conciliation possible avec la société Moulinsart. Et ils ont fait le choix de retirer. Et après, il y a eu un mouvement de soutien envers le Petit 21e. Et donc des gens ont posté les vignettes sur Twitter. Et là, Moulinsart a commencé à envoyer des demandes de retrait aussi sur Twitter, à la chaîne. Par Twitter. Voilà. Et alors, oui, en fait, les gens qui ont posté les ont retirés, parce qu'ils ont reçu une notification assez intimidante qui fait que vous avez plutôt intérêt quand même à... Donc là, c'est un côté un peu patent de troll. Il y a un côté... Alors, ce qui est intéressant quand même, c'est de voir que Moulinsart a le droit de son côté. C'est-à-dire qu'en droit français, il y a un droit à la citation du texte, mais pas un droit à la citation des images. Ce qui fait que quand vous voulez manier des images, de suite, vous tombez sur un mur qui fait qu'on ne peut pas montrer des images protégées. Mais sauf une exception de parodie. Ouais, et là, c'était pas vraiment de la parodie, parce que c'était pas, pas toujours un effet comique. Parodiait pas Tintin, il parodiait l'actualité en se servant de Tintin. Donc c'était une exploitation de l'image de Tintin à d'autres fins. C'est ça. Et là, ça montre l'étroitesse du cadre français. Aux États-Unis, ça pourrait être plus souple, mais en France, c'est beaucoup plus fermé. Et alors sur Saint-Exupéry, là, si j'ai cru comprendre, c'est en fait, il essaye de contourner la situation en déposant comme une marque le Petit Prince et les différents éléments qui constituent le Petit Prince. C'est ça. Ouais. Normalement, le texte devrait rentrer dans le domaine public en 2015. Ouais, c'est ça. Mais puisqu'ils ont protégé les personnages et des éléments visuels du texte, eh bien, tout ne sera pas dans le domaine public.
Ouais. Et c'est assez choquant, ce genre d'attitude. Hein. La société Moulin-Sarr voudrait faire aussi en sorte que Tintin n'entre jamais dans le domaine public. Et là, Saint-Exupéry tente une tactique, c'est-à-dire de faire comme si le Petit Prince était comme le clown de Ronald McDonald ou Captain Iglo, c'est-à-dire une marque. Et la différence entre une marque et le droit d'auteur, c'est qu'une marque, ça dure sans limite dans le temps. Tant qu'on la redépose, elle reste valide. D'accord. Donc oui, du coup, elle tombe pas dans le domaine public. Il n'y a pas de domaine public. Je ne peux pas ouvrir moi demain un McDonald's 70 ans après la mort du fondateur de McDonald's. Et on se rend compte qu'il y a de plus en plus de titulaires de droit qui font ça. Il y a ceux, par exemple, sur Sherlock Holmes, qui ont fait un grand procès aux États-Unis, qui voulaient empêcher Sherlock Holmes d'entrer dans le domaine public. Zorro, Tarzan. Et là, si vous voulez, c'est une remise en cause du principe de base qui est que le droit d'auteur, il n'est pas éternel. Je vais jouer l'avocat du diable. Pourquoi, vu l'évolution du droit d'auteur des industries culturelles, pourquoi on ne pourrait pas considérer que Tintin, effectivement, est une marque, que Le Petit Prince est une marque, vu que ça marche, que c'est un des livres les plus vendus après la Bible, en tout cas Le Petit Prince, qu'il y ait des gens dont le business, c'est de faire fructifier la marque, comme McDonald's, et que Le Petit Prince devienne McDonald's. Ils pourraient. S'ils veulent avoir un business là-dessus, d'accord, mais qu'ils laissent aussi les gens pouvoir s'approprier des éléments culturels majeurs et pouvoir réutiliser les œuvres DRG sans avoir une menace d'un procès derrière. Ça ne remet pas du tout en cause, c'est pas une atteinte au droit moral DRG, c'est une liberté que chacun devrait pouvoir avoir à partir du moment où il n'y a pas d'usage marchand derrière. Alors ça, c'est un truc que vous définissez. Alors, vous êtes tous les deux, vous faites partie des cofondateurs de Savoir Commun, qui est une association qui défend les biens communs. Et c'est un truc que vous expliquez en préambule du manifeste, c'est qu'il y a une différence fondamentale sur Internet en matière de droit d'auteur, c'est que quand, je vais prendre l'exemple du boulanger, le fameux exemple du boulanger qu'on nous sort tout le temps dès qu'on parle de piratage, est-ce que vous rentrez dans une boulangerie pour servir du pain? Si jamais vous prenez le pain du boulanger, vous lui volez du pain. Quand on prend un fichier dans un ordinateur, on le duplique, on ne le retire pas à la personne. Et donc vous dites que les biens communs sur le numérique, c'est quelque chose de complètement différent, et notamment culturel, parce que ça ne retire pas la propriété à quelqu'un d'autre. Et là, ce que tu expliquais tout à l'heure, c'est que ce que faisaient les journalistes de 21 avec de Libération avec Tintin, ça ne retire rien à Moulin-Sarr. En plus, ils ne gagnaient pas d'argent avec ça. Oui, bien sûr. Et justement, il y a tout aussi une logique qui est assez malsaine, je trouve, notamment autour du langage. On dit pirater, c'est voler. Mais si on regarde bien au niveau de la loi, ce que ça veut dire voler, c'est la soustraction frauduleuse de quelque chose à quelqu'un. Or, comme tu le dis, en téléchargeant, on duplique le fichier. Donc ça ne fait pas moins, ça fait plus. Donc c'est vraiment, il y a un abus de langage, une manipulation derrière pour continuer à condamner et culpabiliser les gens à échanger des œuvres sur Internet. En fait, le vrai but de tout ça, c'est de nous faire croire qu'en fait, il existe une propriété intellectuelle. Parce que la raison de tous ces dérapages, moi je suis assez d'accord avec Richard Stallman qui nous dit que la propriété intellectuelle, ça devrait plutôt s'appeler... Richard Stallman, qui est le fondateur des logiciels libres, la Fondation pour les logiciels libres. Ça devrait plutôt s'appeler la propriété imaginaire, en fait. Parce que la propriété, elle a du sens dans l'environnement physique, l'environnement qui est limité, où les choses sont rivales. Si c'est ton verre d'eau, c'est pas le mien, etc. Mais dès qu'on rentre sur les choses immatérielles, si on plaque les mécanismes de la propriété, là, on peut provoquer des dérapages. Et avec le recul, on se rend compte de plus en plus que moi, je pense que c'est cette logique propriétaire appliquée sur des choses immatérielles qui produit les cas de copyright madness, en fait. D'accord. Mais en même temps, vous appelez également à une réforme du droit d'auteur, c'est-à-dire que vous voudriez changer quoi? Eh bien, réussir à mettre en place un dispositif qui respecte à la fois les droits des créateurs, notamment en ce qui concerne la rémunération, mais aussi qui prenne en compte les droits des utilisateurs, des internautes, des gens, de manière générale, et qui puisse pouvoir exercer des droits, qui est notamment le droit de partage, droit à la culture, qui est simplement le téléchargement ou les échanges sur Internet. C'est juste une manifestation de ce droit à la culture. Et il faudrait justement pouvoir remettre en cause ce qui existe actuellement, notamment aussi en reconnaissant le domaine public. Tu avais écrit justement avec une députée l'élaboration d'un projet de loi visant à reconnaître le domaine public et à l'inscrire dans... Est-ce qu'il n'est pas reconnu le domaine public? Non. Bon. Actuellement, le domaine public dans la loi, c'est uniquement le moment où les droits d'auteur s'éteignent. Donc il n'existe que de manière négative. Donc il n'y a pas de consécration positive, et c'est ça qui permet aussi à tous ces titulaires de droits, descendants, héritiers, d'essayer de se réapproprier le domaine public, de faire ce qu'on appelle du copy fraud, parce que actuellement c'est pas vraiment attaquable.
Il n'y a pas moyen de se prévaloir du domaine public. Pour rebondir sur ce que tu disais, sur le fait d'arriver à avoir à la fois des droits d'auteur mais des droits des lecteurs, si on commence à légaliser les partages non marchands, les gens ils vont arrêter d'acheter des disques, ou ils vont arrêter d'acheter des fichiers, de louer, de payer, et donc l'argent va arrêter d'arriver dans la poche des sociétés de droits d'auteur et des ayants droit. On pourrait envisager d'autres mécanismes de rémunération que ceux qui existent actuellement. La fameuse licence globale. La contribution créative aussi. La contribution créative. C'est quoi la différence ? Alors là, la différence, c'est que la contribution créative n'est pas censée tomber uniquement dans les poches des sociétés de gestion collective, mais que ce serait aussi un mécanisme qui serait étendu en fait à toute personne qui pose des contenus en ligne, et notamment les amateurs. D'accord, donc l'idée ce serait de dire on paye tous les ans, tous les mois une sorte de forfait qui autorise le partage et le téléchargement, sauf qu'il y a d'un côté la proposition de licence globale, ça va uniquement dans les poches des ayants droit et des artistes, alors que la contribution créative, c'est typiquement les gens de Libération qui font Tintin, ils recevraient aussi de l'argent parce qu'ils participent à la création de richesses culturelles, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et ça, c'est perçu comment par les sociétés des ayants droit ? Alors évidemment, c'est assez mal perçu, parce que ce que ça provoque, surtout, c'est une perte de contrôle. C'est-à-dire qu'effectivement, si on permet la distribution des œuvres, ce que perdent les filières culturelles, c'est le contrôle, justement, pouvoir par exemple propulser tel blockbuster en haut de l'affiche, ou pouvoir faire en sorte que tel livre soit un best-seller. Tous ces investissements de promotion, etc., qui permettent d'orienter les choix culturels, dans un environnement où les individus peuvent partager librement la culture, tout ça, ça devient beaucoup plus difficile à contrôler. Et c'est ça, en fait, qui fait extrêmement peur aux filières des industries culturelles. C'est de perdre le contrôle à la fois des filières de rémunération, mais aussi de ce qui arrive en haut de l'affiche, quoi. Et alors que... Donc c'est les filières marketing, en fait. C'est le côté marketing de la chose qui pêche. Mais concrètement, vous avez fait des estimations budgétaires, enfin, il y a eu des rapports qui ont été faits là-dessus pour savoir si ça marche. Dans le rapport Lescure, notamment, toute une partie sur la contribution créative. Pierre Lescure qui a fait un gros rapport de 600 pages, si mes souvenirs sont bons. Sur l'évolution et d'ailleurs, on avait été auditionné en tant que savoir commun devant la mission Lescure, on avait soutenu cette idée, avait estimé que ça pouvait générer 1,2 milliard d'euros par an. Ce qui, si on regarde bien, est pour un surcoût à l'abonnement de 4 à 5 euros par mois et par foyer. Et surcoût d'abonnement Internet. Internet, ouais. Et donc du coup, si on regarde bien, il n'y a aucune source de financement, même la redevance pour copie privée, qui arrive à la hauteur d'1,2 milliard d'euros par an. Petite précision sur la redevance à copie privée, c'est tous les hôpitaux qui achètent des CD-ROM pour graver les radios de tous les patients qui se font radiographier, payent une redevance copie privée qui va chez les ayants droit, qui va chez les Johnny Hallyday, alors que ça n'a rien à voir avec du piratage ou... Et c'est pareil quand on achète un disque dur, quand on achète un téléphone, même si on s'en sert pas pour écouter de la musique, on paye une redevance. Tout élément qui est capable de recevoir de l'information et stocker des œuvres, des données dessus. Et si on regarde bien, ça fait quand même maintenant, depuis bien 2005-2006, qu'on parle de ces financements mutualisés pour la création. Et si ça fait 1,2 milliard par an, les titulaires de droit, les auteurs, ont perdu largement plus de 10 milliards. Et moi, je ne comprends pas comment ils peuvent se détourner. Ils auraient perdu 10 milliards. Oui, mais non, si chaque année. Là, ils gagnent de l'argent avec le système aujourd'hui. Alors, ça, c'est la grande question, parce qu'il y a beaucoup d'études qui ont été faites, quand même économiques, qui ont été faites sur les impacts du partage sur les ventes. Et il n'y a jamais aucune étude qui ait montré frontalement que le partage était directement responsable des pertes. Oui, il y a même des études qui montrent que plus ceux qui le téléchargent le plus, qui partagent le plus, sont aussi ceux qui achètent le plus de disques. Donc c'est sûr que si on légalisait le partage, il y aurait une reconfiguration du marché, mais dire que ça vaporiserait complètement les ventes, c'est faux. C'est-à-dire qu'il y aurait encore des ventes possibles, et donc il y aurait une exploitation commerciale possible. Et ça, c'est le grand argument qu'on avance contre la légalisation du partage, qui à mon sens, est sans fondement, quoi. Parce que c'est déjà le cas, si vous voulez. Le partage, il existe déjà. Il n'est pas légalisé, mais il suffit d'aller aux endroits sur Internet pour avoir accès à peu près tout ce qu'on veut. Pourtant, il y a encore des ventes, il y a encore des modèles économiques qui se mettent en place. Donc la question, c'est comment on fait coexister une sphère marchande et une sphère non marchande. Et dans la culture, ça a toujours existé, ça. Comment on fait pour le maintenir sur Internet ? Puis je pense qu'il y a aussi une espèce de crainte du non-marchand de manière générale. Pour faire une comparaison, en bibliothèque et sur les livres, les éditeurs considèrent aussi que le fait que les bibliothèques prêtent des livres gratuitement pour les usagers, eh bien ça cannibalise des ventes.
Or, ça ne remet pas du tout en péril le marché. Ce n'est pas les bibliothèques qui mettent en péril l'économie du livre actuellement. Mais dès qu'il y a des échanges qui peuvent être faits en dehors des circuits marchands traditionnels, eh bien, tout de suite, c'est des crispations et l'immobilisme pour essayer de changer, de repenser les modèles qui existent actuellement. C'est une des choses qui m'a marqué dans le manifeste de Savoir commun, c'est le point 10, où en fait vous appelez à la mise en place de tiers-lieux, et vous mentionnez notamment les bibliothèques, en fait parce que vous parlez d'un rôle social, que le partage a un vrai rôle social. Et le fait est que vous êtes 2 bibliothécaires. Comment vous associez ça, le lien entre vie sociale, développement culturel de territoire, vous mentionnez explicitement les territoires, et droit d'auteur? En tout cas, pour ma part, mais je pense que c'est aussi valable pour un certain nombre de bibliothécaires, et qui s'intéressent à la question du droit d'auteur, c'est parce que dans nos missions, on est là, on est des facilitateurs d'accès au savoir, à la connaissance, à la culture. Vous n'êtes pas là pour le vendre? Non, on est là pour permettre aux gens de s'émanciper à travers ce qu'on peut leur mettre à disposition. Et on voit bien qu'avec les durcissements de la législation en matière de droit d'auteur, eh bien, nos missions, en tout cas dans l'environnement numérique, tendent à être de plus en plus irréalisables. Et c'est pour ça que moi, je me suis intéressé à la question du droit d'auteur et à tous ces dérapages-là, parce qu'on est confronté directement à ces conséquences-là. Il y a déjà quelqu'un qui a dit, un de nos collègues qui s'appelle Rémi Matisse, qui disait si le administrateur de Wikipédia, si le concept de bibliothèque devait être inventé aujourd'hui, il serait sûrement rejeté, quoi. C'est-à-dire que si l'idée de la bibliothèque était inventée aujourd'hui au XXIe siècle, peut-être qu'elle ne verrait jamais le jour, parce que ce serait tellement frontalement contraire à toutes les idées justement d'appropriation et d'exploitation des œuvres, que peut-être que la bibliothèque n'aurait jamais existé. C'est Eben Moglen qui est un grand penseur d'Internet et qui est l'avocat de Richard Stallman, celui qui a rédigé la GPL, qui est la principale des licences de logiciels libres, qui dit que ceux qui militent contre le partage sont des militants pour l'ignorance. Parce qu'ils empêchent les gens de s'informer, de se cultiver et d'apprendre. C'est exactement ça. Un dernier point, parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Piratebox, vous invitez les gens dans les bibliothèques à pirater des fichiers. Expliquez-moi ça. Là. Non, Piratebox, évidemment, en plus, en tant qu'agent de la fonction publique, on est quand même obligé de respecter un certain nombre de choses, dont la loi. Et on a mis en place des dispositifs qu'on appelle Piratebox, c'est des dispositifs d'échange d'œuvres numériques. On vient avec son ordinateur, sa tablette, et puis on peut se connecter à une box où on peut télécharger des fichiers. C'est ça, en Wi-Fi, on se connecte, et ça remonte à l'origine d'un autre dispositif, vraiment la Piratebox, qui s'inscrit dans les questions de neutralité du net, d'anonymat, de protéger. Donc on ne sait pas qui sont dans le domaine couvert, dans voilà. le domaine libre. Sauf que nous, en bibliothèque, quand on met en place des Piratebox ou des bibliobox, ça dépend des appellations, effectivement, ce sont des œuvres du domaine public ou alors publiées sous licence libre. Et l'idée, c'est aussi de mettre en avant des œuvres. C'est les biens communs de la connaissance à travers un dispositif comme la Piratebox. Alors, on arrive à la fin de cette émission. On a constaté que vos blogs respectifs, en tout cas Copyright Madness, c'était une licence domaine public. Ça ne vous dérange pas si on prend tous vos textes, tous vos articles et qu'à Arrêt sur Image, on crée une maison d'édition, on les imprime, on les vend à la FNAC? C'est prévu dans la licence que vous proposez? Moi, alors franchement, si vous faites ça... Vous piratez tout ce que vous avez fait 2 ans et le vendre. La licence domaine public, on est venu peu à peu. Il y a Nina Palais, une artiste de la culture libre, qui a choisi aussi cette licence, qui dit que pour elle, c'est un vœu de non-violence légale. Ça veut dire que nous, on ne veut pas se mettre dans ce cadre-là, qu'on considère comme qui est très problématique. Et donc, on a fait vœu de ne pas jamais attaquer ou protester. Jamais interdire aux gens de faire ce qu'ils veulent avec ce que vous avez fait. Et donc, si vous imprimez ça et que vous le diffusez, nous, ça diffusera notre travail, ça diffusera les idées qu'on veut défendre, et ce sera sûrement un très bon canal, d'ailleurs, pour cette diffusion. Donc, allez-y, faites-le. Et ce qu'on constate aussi, c'est qu'on ne demande même pas à être cité comme auteur. Mais les gens le font en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'obliger les gens avec une menace juridique pour qu'ils le fassent. Donc, je vous remercie en tout cas, on va étudier ça avec Daniel Schneiderman, Arrêt sur Image. On se retrouve dans 15 jours. Merci à vous.